Bon, je vais peut-être vous surprendre, mais je m'attendais quand même à bien pire pour ce Grand Prix d'Espagne. Là, on a eu beaucoup de stratégie, peut-être même un petit peu trop de stratégie, je pense, par moment. Mais surtout, on a eu quand même pas mal de dépassements. De là à dire que c'était un bon Grand Prix, oh, j'en suis pas sûr. Franchement, j'en suis pas sûr du tout. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Espagne 2023 de Formule 1, c'est parti! La première réaction, c'est ce dernier enchaînement de virages. On est donc revenu à la configuration qui datait du début des années 2000. Il faut savoir que donc le virage 10 n'est plus une épingle depuis 2021, donc ça on le savait déjà. Et on n'a plus la dernière chicane qui cassait complètement le rythme en fin de tour, donc on est vraiment revenu à une configuration qui datait vraiment du début des années 2000, et pas genre 2006. Alors juste pour rappel, l'épingle au virage 10, c'était pour créer une grosse zone de frein et donc une opportunité de dépassement, mais ça n'a jamais réellement marché. La zone de frein, elle était malgré tout trop courte, donc c'était très difficile de porter une attaque. La chicane du dernier virage, c'était surtout pour éviter que les deux derniers virages qu'on connaît maintenant ne créent trop de dirty air, surtout avec les voitures qu'on avait avant, et donc que la voiture suiveuse perde trop d'appui aérodynamique et donc se retrouve trop loin parce qu'elle se fait paumer dans le virage et se retrouve trop loin pour porter une attaque au virage 1. Bon alors ceci dit, après la sortie de chicane qu'on avait, c'était toujours dur de dépasser au premier virage du circuit, mais ça devait probablement être toujours mieux que deux virages très rapides où clairement vous arriviez à paumer votre adversaire juste parce que vous existiez quoi, parce que vous aviez un sillage turbulent qui faisait que l'autre il se faisait paumer. Et donc on est revenu à une configuration plus rapide, car oui, les voitures de 2022 et donc de 2023 arrivent théoriquement à se suivre plus facilement, notamment dans des virages rapides. Pour ceux qui doutaient de l'effet de cette nouvelle réglementation, vous pouvez plus dire que ça fonctionne pas et que c'est du bullshit. Parce que là, c'est juste un phénomène physique qu'on a vu, quoi. Les voitures se suivent dans des virages, je comprends, à 250. Avant, c'était pas possible. Bref, 107 dépassements, la grande majorité se sont effectués au premier virage, la grande majorité par l'extérieur, ouais, c'est quand même pas mal. Et on a eu finalement peu de dépassements en ligne droite. Le DRS a joué plutôt bien son rôle, comme il est censé le faire, donc ça, c'est plutôt cool. Cela n'empêche que ce circuit reste un des pires pour le spectacle en piste. On a donc un seul endroit véritablement pour porter une bonne attaque, c'est le virage 1. Mais alors le reste du circuit, c'est quasiment impossible, donc bon, toujours pas ouf. Et ça, on le savait déjà. Mais juste le fait de voir les voitures à la limite dans un virage ultra rapide comme le dernier virage où ça passe à fond pour certains, mais à la limite pour d'autres, etc. Ouais, moi je trouve ça quand même bien cool. On a l'impression que les pilotes de F1 sont vraiment des pilotes extraordinaires dans ces conditions-là et que c'est pas donné à tout le monde de prendre le dernier virage aussi vite et que s'il y a que 20 gars dans le monde qui peuvent le faire, c'est qu'il y en a que 20. Bref, ça fait un peu comme le même sentiment que j'avais eu lorsque la F1 s'était rendue au Mugello il y a quelques saisons. On avait une seule zone de dépassement, du coup, pareil, premier virage, et tout le reste c'était virage rapide, herbe, gravier, bref, l'erreur pouvait coûter très cher, et là c'était aussi le cas à Barcelone. Donc bon, mieux, plus adapté aux voitures actuelles, formidable circuit de test, mais ça reste tout de même une purge quand il s'agit de faire de la course en Formule 1. Deuxième réaction, on va parler de ce qui a pas mal fait réagir sur la F1 TV entre David Coulthard et Jolyon Palmer, la bataille entre Guan Yu Zhou et Yuki Tsunoda au virage 1 et les 5 secondes de pénalité infligées aux Japonais. Alors juste avant ça, course incroyable de Guan Yu Zhou, s'il vous plaît, qui a mis son coéquipier à l'amende. Bottas, il était nulle part, ça fait un petit peu mal. Alors le pilote chinois avait un rythme vraiment fou. Il a pris un bon départ depuis la P13, s'est retrouvé du bon côté dans le virage 2, à 3 de front avec Perez et Gasly. Et du coup, par ricochet, Gasly s'est retrouvé un petit peu poussé sur leur trajectoire, ce qui lui a fait perdre 3-4 places, je crois, dans la manœuvre, donc pas ouf. Gros double relais, en tout cas, en hard pour Guan Yu Zhou, après s'être débarrassé des softs en début de course. C'est arrivé assez tôt dans la course, ces arrêts au stand, fallait un petit peu s'y attendre, les pneus allaient perdre en performance assez vite, surtout sur Alfa Romeo. Et donc, il se retrouve à la bataille avec Tsunoda pour la P9. Déjà, ça c'est cool. Alors toute fin de course, Guan Yu Zhou revient de plus en plus fort sur Tsunoda, notamment au virage 1, mais n'arrive pas encore à porter une attaque. Il finit par mieux ressortir des derniers virages, DRS, pleine puissance, on en voit tout. Tsunoda défend sa position et sa ligne intérieure. Zhou, rapidement choisit l'extérieur. Jusque-là, tout va bien, on est sur une belle bataille. Alors comme on l'a vu de nombreuses fois pendant cette course, doubler par l'extérieur dans le virage 1 ici à Barcelone, c'est tout à fait possible, donc a priori, ça devrait aussi le faire pour Zhou qui a l'air d'être un petit peu plus rapide de quelques petits dixièmes par rapport à Tsunoda. Zhou plonge pour enrouler le japonais par l'extérieur qui lui freine le plus tard possible pour tenter d'être devant au point de corde.
et être en position de force entre guillemets dans cette bataille pour dicter un petit peu plus la manœuvre. Tsunoda, par son freinage, va se retrouver un petit peu plus loin dans le virage et donc sur l'extérieur, et plutôt que d'aller au contact, Guan Yu Zhou va préférer avorter la manœuvre et couper par l'échappatoire, et cela donnera lieu à une pénalité de 5 secondes à Yuki Tsunoda. Alors Zhou était effectivement devant Tsunoda au point de corde, genre une bonne roue devant, je dirais à peu près, ce qui fait que selon le fameux Driving Standards Guidelines qui date du début de la saison dernière, oui, on va en reparler, eh bien Tsunoda doit laisser la place à Guan Yu Zhou puisqu'il est devant au point de corde. Cela veut dire que Zhou est suffisamment imposant pour que Tsunoda doive absolument lui laisser la place pour qu'il puisse continuer de faire la course proprement. Donc pas de souci, on a la constance de la FIA, elle est assez claire sur comment on doit laisser de la place à un adversaire dans une bataille, surtout que là on est sur une manœuvre très classique, très clair, où on n'a vraiment pas de doute sur ce qui se passe. Pour le coup, moi ça me va bien aussi, même si pénaliser, je trouve que c'est, je dirais, un petit peu dur. Un invertissement aurait été peut-être plus approprié. Zhou est devant, mais pas assez, je trouve, encore pour obliger Tsunoda à vraiment lui laisser de la place. Et Tsunoda, il y a quand même une grosse erreur, c'est que il reprend très rapidement les gaz, beaucoup trop tôt, je pense. Ce qui, quoi qu'il arrive, dès qu'il remet les gaz, va le faire élargir sa trajectoire. Et du coup, il laisse pas la place à Guan Yu Zhou, donc ça va pas. Bon alors c'est vraiment relou pour Yuki Tsunoda qui méritait quand même les points. Là ça fait vraiment très cher payer la défense un petit peu forte pour le pilote AlphaTauri. Avec la P9, Guan Yu Zhou et Alfa Romeo revient à égalité de points de As tout simplement. Pendant que AlphaTauri navigue toujours avec Williams dans le fond du classement avec 2 petits points malheureusement. Troisième réaction, on va une nouvelle fois parler de stratégie avec Ferrari et comme le dit Charles Leclerc, il y a du boulot. Alors de toutes les données récoltées pendant les essais libres et la qualification, finalement les softs allaient faire leur apparition en course, ce qui est assez rare pour le souligner. En fait le circuit use tellement les pneus que faire un arrêt medium hard ou même 2 arrêts medium hard, en fait ça rentre pas ou alors c'est pas assez rapide. On avait peut-être quoi qu'il arrive 2 gros relais à faire avec des hard ou des medium, mais un dernier peut-être un petit peu plus petit où les softs rentraient pas mal dans ce genre de stratégie. Bref, donc du coup on pouvait avoir soft hard ou soft medium hard. C'était un petit peu ce qu'on allait voir pendant la course et finalement on a même eu du soft medium soft, ce qui est assez fou puisque pour certains la dégradation était pas si violente que ça, notamment sur les pneus soft, dû à des conditions un peu plus particulières. Alors chouette, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des stratégies où on utilisait potentiellement les 3 types de pneus et j'ai rien compris. Bon alors en vrai la course était pas fulgurante, mais je sais pas, j'avais beaucoup de mal à lire les stratégies, à comprendre qui allait faire quoi, j'étais vraiment paumé sur comment se comportaient les pneus et il y en a qui étaient peut-être un petit peu comme moi visiblement sur le muret des stands, rouge. Ferrari quoi. Alors Ferrari, il faut savoir qu'ils apportaient à leur tour des pontons révisés, un nouvel aileron arrière et un nouveau plancher de voiture, rien que ça, donc c'est des grosses améliorations qui visaient surtout à donner plus de constance dans la performance de la voiture, donc avoir toujours cette même performance mais plutôt en course, parce qu'en qualif, on était déjà pas mal. Bon, P19 pour Leclerc, ouais, alors il sentait qu'il y avait quelque chose de différent sur la voiture, l'arrière était très instable, même étrange selon ses propos, mais on a eu quand même une P2 de Sainz, donc ok, why not? Ça a l'air de fonctionner, la voiture fonctionne. Alors ça part depuis la pit lane pour Leclerc, on met logiquement les hards pour se décaler et aller le plus loin possible, mais non, c'est une catastrophe, beaucoup de sous-virages pour le monégasque, les pneus ne fonctionnaient pas bien, il a du mal à doubler la Williams de Logan Sargent, bref, après 17 tours, on estime qu'on perd beaucoup trop de temps sur les hards, genre environ 1 seconde par tour sur tout le monde, donc c'est la cata, faut changer, donc c'est pour ça qu'il rentre au bout de 17 tours avec ses hards. Les pneus n'ont pas du tout réagi comme ce à quoi il s'attendait chez Leclerc. Finalement, cette fois, c'est trop de sous-virages comparé à la veille, et quand il remettra des hards plus tard dans la course, comportement totalement différent aussi, enfin bon bref. Donc du coup, on va quand même se pencher peut-être un petit peu plus sur le cas de Sainz. Au départ, il peut pas faire grand-chose face à Verstappen malheureusement. Verstappen, il plonge bien comme il faut à la corde avec un joli frein, un petit peu plus vite. Sainz, il n'y a pas d'autre choix que de rester derrière. Hamilton revient fort sur l'Espagnol, lui aussi en soft pendant ce début de course, et donc la pression sur Sainz et Ferrari va les obliger à couvrir un éventuel undercut de Lewis Hamilton, donc ça rentre pour mettre des médiums. Sainz a posé les questions en disant pourquoi on met les médiums et pas autre chose. Voilà, écoutez, parce que... Hamilton allonge et finira par prendre le dessus après les phases d'arrêt au stand, tout comme Russell. La Ferrari de Sainz, en fait, commence à dégringoler, entre guillemets, gentiment en termes de rythme. Et le pire, c'est que l'Espagnol dit qu'il a maximisé tout ce qu'il avait sous la main. Contrairement à Leclerc, il n'a pas eu de problème avec les hards.
Bref, c'est très étrange ce qu'il se passe chez Ferrari. On a de la confusion peut-être un petit peu partout. Je pense qu'ils étaient venus pour trouver des réponses sur où ils en étaient dans leur concept et comment améliorer la voiture. Je pense qu'ils sont en train de repartir avec peut-être plus de questions, alors surtout chez Leclerc, mais je pense que ce serait pas impossible qu'on trouve une fissure dans le châssis ou un truc dans le genre, quoi. Parce que là, du coup, on était quand même sur un circuit parfait pour faire des tests. Donc c'est pas foufou de voir la Ferrari quand même bien performer sur un tour et derrière continuer à perdre du rythme de course, alors que les améliorations sont censées justement essayer de garder cette performance le plus longtemps possible et la plus constante possible. Quatrième réaction, j'aurais pu parler de la dégringolade de Nico Hülkenberg qui nous avait fait une magnifique Q3, mais je pense que malheureusement elle n'est pas aussi surprenante que ça. Pourtant j'avais bon espoir pour As ce week-end et non. Du coup, ça n'a pas fonctionné. Non, aujourd'hui, sur la quatrième réaction, on va parler de McLaren. On en avait déjà parlé la semaine dernière à Monaco, mais force est de constater que chez McLaren, c'est un peu le même combat que chez Leclerc en Espagne. On a eu droit à un Norris complètement désabusé après la course, absolument pas surpris du tout par sa course et sa performance. La voiture manque de tout, elle n'est pas assez rapide, tout simplement. La voiture ne vaut pas les points à la régulière et c'est lui qui le dit. Pourtant, P3 en qualif, quoi. Je veux dire, comment et pourquoi ? Même si la séance est un petit peu étrange, P3. Alors le petit incident en début de course n'a juste fait que précipiter l'inévitable, car oui, Norris s'attendait à ce que il dégringole au classement au fur et à mesure de la course, donc marquer des points c'était évidemment l'objectif, mais c'était loin d'être fait, et le contact avec Hamilton a juste terminé le travail avant même qu'il ne commence. Ce qui est vraiment pas ouf. Encore une fois, à très juste titre, je trouve que Norris a vraiment beaucoup les pieds sur terre et se rend bien compte de la situation. Et en fait, il a du mal à comprendre pourquoi nous, spectateurs, on a tant d'attentes sur eux en les voyant probablement plus performants qu'ils ne le sont réellement. Bon, voilà, alors forcément, ça fait un peu mal, mais là, P13, P17 en course, alors qu'ils étaient tous les deux en Q3 la veille, sur un circuit qui éprouve les qualités et les défauts des voitures, c'est pas super encourageant, sachant que McLaren a déjà apporté des grosses améliorations à bas coût. Voilà. Et comme l'équipe fait un peu le yo-yo dépendamment des circuits, c'est hyper difficile de les situer correctement. McLaren, un coup c'est dans les points presque devant Alpine, un coup c'est complètement derrière. Enfin, en fait, le manque de constance est pire finalement que d'être un petit peu moyen partout. Et là, on comprend pas. Bon, alors il y a quand même toute la nouvelle soufflerie qui vient d'arriver à l'usine de McLaren à Woking, donc ils vont pouvoir enfin commencer à s'en servir et travailler surtout sur la voiture de l'année prochaine. Et l'équipe continue de faire de gros recrutements en vue de 2026, donc le bout du tunnel, il commence à pointer le bout de son nez. Et en plus, il y a une restructuration technique, enfin du département technique pour créer la voiture et tout. Voilà, mais bon, c'est pas encore là. Bref, quand on regarde le classement, désormais, Alpine est dans un no man's land, encore un petit peu loin du top 4, mais clairement devant le reste du monde, qui est mené par McLaren. Et McLaren, ça va jouer juste comment ça s'appelle, l'opportunité plus que la régularité. Cinquième et dernière réaction, bon voilà, si on avait des doutes sur les upgrades de Mercedes, on sait que ça fonctionne quand même pas trop mal. On n'avait pas pu se rendre compte du bon en avant ou pas d'ailleurs de l'équipe à l'étoile à Monaco, et du coup Barcelone est venu confirmer le très bon rythme de course qu'ils avaient face aux Aston Martin et aux Ferrari. Ils ont passé toute la FP1 quasiment à tester les pneus Pirelli avec la nouvelle construction qui feront leur apparition d'ailleurs pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. On les a pas trop entendus en FP2 non plus, tu vois, avant de les voir commencer un petit peu à pointer le bout de leur nez en FP3, juste pour préparer la qualif. Russell out en Q2 avec d'ailleurs un contact absolument incompréhensible avec son coéquipier en pleine ligne droite. Hamilton P4 sur la grille après les 6 places de pénalité de Gasly. Et ça se retrouve P2 et P3 sur la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Espagne. Pas mal. Rythme de course, c'était là. Stratégie, c'était là. Dans le trafic pour remonter, Russell était aussi bon que Perez. Par moment peut-être un petit peu mieux, je pense. Bref, à voir. Les Mercedes étaient clairement devant, derrière les Red Bull évidemment, mais ça fonctionnait quand même parfaitement. Alors on attendait avec beaucoup d'impatience Aston Martin et l'enfant du pays, Fernando Alonso, mais alors là, du coup, pas du tout. Ça n'a pas fonctionné, les Aston en rythme de course, c'était pas folichon. C'est assez étonnant, je trouve, les conditions de piste qui étaient peut-être pas en leur faveur. Faut voir, je sais pas pourquoi Aston n'a pas réussi à performer sur Barcelone. Alors juste histoire de bien être lucide, non, ça veut pas dire que ça y est, Mercedes vient de mettre un coup à tout le monde et à la meilleure voiture après la Red Bull.
soyons quand même un minimum pondérés dans nos propos. Alors oui, la Mercedes a l'air d'avoir fait une belle progression, mais il va encore falloir attendre 2-3 Grands Prix pour confirmer ce que l'on a vu hier. C'est pareil pour tout le monde, hein. Quoi qu'il arrive, il faut que l'on voit les voitures évoluer dans des conditions de piste différentes pour voir si ça se confirme ou si c'était vraiment juste Barcelone et ces conditions de piste qui étaient peut-être un petit peu particulières, qui leur convenait un peu mieux. Alors je m'attends à voir Mercedes assez forte à Silverstone par exemple, pour le coup. On est dans une typologie de circuit qui est assez similaire à Barcelone, avec des virages très rapides. Donc on verra. De là à aller challenger Max Verstappen, je pense pas. Mais bon, il y a quand même 6 dixièmes d'écart à la régulière sur le meilleur tour entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. C'est pas rien, alors je dis 6 dixièmes parce que je décompte le DRS qu'Hamilton avait sur son meilleur tour en course, qui vaut à peu près un 4 dixièmes, donc ce qui est absolument énorme, mais il faut quand même le prendre en compte. Bref, avec tout ça, Mercedes prend la P2 du championnat à Aston Martin, et assez largement avec ce double podium, mais le boulot ne fait que commencer. Allez, je vous laisse avec un petit bonus très rapide, un très grand bravo à Théo Pourchaire et Victor Martins qui sont montés sur le podium en F2 ce week-end. Enfin, des gros points de marquer pour Victor, qui a eu jusqu'à présent un début de saison assez agité avec pas mal de petites erreurs qui lui a coûté très cher, mais il avait toujours un très gros rythme, donc à voir ce que ça donne. Pour l'instant, Vesti est en tête du championnat, juste devant Théo Pourchaire pour 11 points, je crois. Donc keep pushing chez ART, et puis on espère que ça va aller de mieux en mieux. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix du Canada. Ah oui, tabernacle, c'est ça qu'on aime. D'ici là, on va parler bien évidemment du centenaire des 24 heures du Mans et de plein d'autres choses. Bref, portez-vous bien. Ciao, ciao.